Je m'appelle Pierre Chevel, je suis le créateur du podcast Soif de sens, où je parle d'écologie, mais aussi de féminisme et de solidarité. Et le fil rouge, c'est vraiment la quête de sens. Donc ça peut être autant des interviews sur l'écologie avec Yann Arthus Bertrand, Jean Covici, ou des militantes comme Camille Etienne, que effectivement sur les inégalités sociales, la quête de sens professionnel. Voilà, moi tout mon projet c'est comment est-ce qu'on aide les gens à incarner le changement et à leur redonner foi en l'humanité dans ce monde qui des fois change très vite et part en cacahuète, et notamment évidemment face à tous les défis sociaux et environnementaux. Moi je l'ai créé parce qu'à la base je suis régulièrement en quête de sens professionnel. Donc quand je suis arrivé en école de commerce, j'ai fait une dépression, et de fil en aiguille, voilà, je me suis rendu compte que la plupart des carrières classiques, c'était pas forcément ce qui faisait rayonner mes talents, et là où moi je trouvais du sens en tout cas. Et donc c'est comme ça que j'ai découvert l'entrepreneuriat social. Donc comment est-ce qu'on essayait justement de réconcilier le social et le business, et de faire du business au service de la résolution d'un problème de société, et pas juste pour gagner plus d'argent. Euh, et donc voilà, et donc en dernière année d'études, j'ai découvert aussi l'auto-édition. J'avais envie d'écrire un livre sur tous ces projets que je découvrais en freelance, en stage, en césure, sur des moyens d'agir à son échelle. Et donc au tout début, le projet, c'était des livres qui s'appellent Changer le monde en 2 heures. Donc je savais pas, mais du coup c'est devenu mon métier. Des livres, des guides pratiques sur des moyens d'agir à son échelle, à chaque fois à travers 10 projets sociaux ou écolos auxquels c'est facile de contribuer. Et ensuite, il y a 5 ans, ouais, peut-être 6 ans maintenant qu'on est en 2023, je me suis lancé du coup sur YouTube, et depuis 2-3 ans, surtout en podcast, c'est ça mon canal numéro un, avec cette émission Soif de sens. Euh, voilà, sur plein de gens qui changent le monde, et un peu de la vulgarisation sur des moyens d'agir à son échelle et mieux comprendre les problèmes de société. Et voilà, et le but à moyen terme, on va dire, ce serait d'atteindre 100 000 écoutes par mois pour donner des gros coups de boost à des actions écolo, solidaires au sens large, pour remporter des victoires pour un monde plus juste, et protéger la vie sur Terre, tant qu'à faire. En quoi la quête de sens au travail est-elle devenue un enjeu majeur? Il y a beaucoup d'éléments de réponse, mais effectivement, entre on connaît beaucoup de gens qui sont en sous-effectif dans leur travail, régulièrement le manque de reconnaissance, ou les fameux bullshit jobs. Forcément, il y a plus de burn-out et de crise de sens. Globalement, culturellement, il y a comme une idéologie néolibérale qui s'est imposée, associée à ouais, une culture de la pression au résultat qui a largement augmenté. Sauf que dans le même temps, on réduit les moyens, voilà, on parlait de sous-effectifs, donc on demande aux gens de faire mieux, mais avec moins, et plus vite, encore plus dans les boîtes cotées où maintenant les résultats sont trimestriels. Euh, donc il y a des fois une forme d'hypocrisie, effectivement, des entreprises qui se prétendent humanistes avec un discours bienveillant dans la com, mais derrière, on ne donne pas aux équipes les moyens de faire correctement leur travail, et on leur met davantage de pression avec moins de ressources. Donc forcément, il y a une quête de sens qui explose. Et par exemple, j'avais fait une interview dans le podcast sur le sens au travail avec quelqu'un qui m'avait beaucoup inspiré, Laurent Paulet de Primaveras. C'est une école pour faire des meilleurs choix de carrière. Et lui, justement, explique très bien qu'il y a 3 piliers du sens au travail. Il s'appuie sur les travaux de recherche en sociologie qu'on appelle de psychodynamie. Je ne connaissais pas le mot non plus, mais voilà, du coup, les 3 piliers de sens au travail, du coup, dans ces sciences sociales, c'est un, le classique, la finalité de notre travail. Donc, est-ce que vous avez un impact positif? C'est quoi la finalité? Est-ce que, je sais pas, vous travaillez dans la santé, vous êtes soignant? Est-ce que c'est un impact écolo, etc. Ou quel qu'il soit, vous êtes prof, ou c'est assez évident? Voilà, mais forcément, ça suffit pas, parce que il y a plein de gens qui sont en burn-out dans des ONG. Le deuxième, ça va être la reconnaissance, une forme de besoin oui, d'acceptation, de fierté, que ça vienne de votre boss, de vos collègues, des clients, de votre organisation. Voilà, on est des êtres sociaux, on a besoin d'être accepté par le groupe auquel on appartient. Et le troisième, du coup, pilier de science au travail, ce serait d'apprendre en permanence, de grandir. Est-ce que
vous avez de la place pour essayer des choses dans votre travail, pour échouer, pour vous former, pour lancer des projets, pour sortir parfois de faire différemment de ce qui est prévu, pas forcément être toujours micro-managé. Voilà, ça c'est un peu les trois grands piliers qui l'expliquent, la finalité, la reconnaissance et le fait de grandir et d'apprendre. Bien sûr, c'est variable selon les personnes. Il y a des gens qui adorent être micromanagés, donc c'est à adapter selon vous, quoi. Mais voilà, je trouvais ça intéressant, cette grille de lecture qui montre que même par exemple moi dans l'économie sociale et solidaire que je connais très bien et qui est aussi loin d'être idyllique, hein, il y a plein de gens mal payés, peu de syndicats, des gens qui font des heures sup, mais comme c'est un métier passion et que voilà, on peut prendre le poids du monde sur ses épaules, bah, des fois les conditions sociales ne sont pas forcément mieux que dans le monde du travail classique, même si en termes d'impact social, bah, pour moi, il peut y avoir évidemment plus de sens. Euh, ouais, voilà, je dirais que c'est pour ça que ça a explosé la quête de sens, ça fait déjà pas mal. Qu'attendent aujourd'hui les professionnels de leur entreprise? Je dirais que par rapport au sens, justement, le sens, c'est, pour moi en tout cas, c'est quand vos valeurs hautes vont être nourries. Donc, elles sont différentes selon chaque personne, et quelqu'un qui a pour valeur haute la liberté, il va s'éclater dans un job où justement il a beaucoup de liberté, il est laissé à lui-même, il peut entreprendre, etc. Alors que quelqu'un qui, à l'inverse, a pour valeur haute plus la sécurité ou le mentorat, bah justement, il va préférer être cocooné, être managé de près et apprendre vraiment en rapprocher en binôme. Donc la première chose, je dirais qu'il y a un gros exercice de diagnostic individuel à faire, soit à l'individu tout seul, soit accompagné par son manager ou son entreprise, mais voilà, pour mieux se connaître tout simplement. Donc vous trouvez facilement plein d'exercices pour identifier vos valeurs sur Internet. Mais donc l'idée, c'est qu'une fois que vous savez un peu dans votre pyramide quelles sont les choses qui vous nourrissent le plus, qu'est-ce qui vous apporte de la joie, est-ce que voilà, ça peut être des choses toutes simples, d'avoir une bonne ambiance au travail. Est-ce que c'est ça qui est essentiel pour vous? Est-ce que c'est justement de voir votre impact, comme on disait? Est-ce que c'est de manager une équipe? On peut aussi le voir à l'inverse. Pour savoir ce qui est important pour vous, des fois, c'est aussi qu'est-ce qui vous énerve, qu'est-ce qui vous révolte et où justement il y a une de vos valeurs hautes qui est bafouée. Est-ce que c'est le fait de faire des réunions de 1 heure qui pourraient durer 10 minutes? Est-ce que c'est le fait que voilà, votre boîte se prétende écolo alors qu'en fait bah, elle ne l'est pas tellement, ou que se prétende sociale alors qu'il y a plein de burn-out en interne, etc. Voilà. C'est quoi, vous, dans les choses qui vous énervent dans vos expériences professionnelles, c'est quoi les valeurs derrière qui sont bafouées pour vous? Bah, ça veut dire que c'est des choses importantes pour vous qui nourrissent du sens. Et, et je trouve ça intéressant de faire ce genre d'exercice parce que on a l'impression que des fois pour trouver ou retrouver du sens au travail, il faut forcément changer d'organisation, changer du tout au tout, etc. Des fois c'est le cas, mais des fois non, des fois il suffit de passer à 80% pour retrouver du sens parce qu'en fait on a besoin de retrouver un équilibre. Je sais pas, on a envie de passer plus de temps avec ses enfants ou juste de lever un peu le pied. Des fois ça peut être des petites choses, il suffit d'apprendre à s'imposer par exemple face à un collègue qui vous maltraite. Des fois, ça peut être d'apprendre à dire stop à son boss qui, je sais pas, vous appelle chez vous le soir ou vous envoie des mails le week-end, etc. Donc, je pense que oui, effectivement, un truc récurrent, ça peut être des fois de reclarifier, je sais pas comment on dit, le périmètre de sa fiche de poste, notamment avec son N+1, voilà, pour oser dire à Françoise ou Patrick que bah non, vous allez plus faire ça parce qu'en fait c'est son boulot à lui ou à elle et pas le vôtre, quoi. Donc bien sûr, des fois, c'est pas forcément facile, mais ça peut se faire. Et des fois, oui, c'est plus compliqué et on a besoin de changer de poste, d'organisation, voire de secteur. Mais du coup, je pense que c'est important de se rendre compte qu'il y a plein de degrés en fait, de retrouver du sens à son travail et d'ajustements qu'on peut faire en partenariat avec sa direction, quoi. Comment les employeurs peuvent-ils accompagner leurs salariés dans leur quête de sens? Je pense qu'il y a une part de responsabilité qui revient d'un côté aux salariés, évidemment, mais il y a surtout une énorme responsabilité qui revient aussi aux entreprises. Euh, voilà, dans la fameuse pyramide de Maslow, oui, en haut, il y a la reconnaissance et l'estime, mais en bas, il y a quand même des besoins fondamentaux comme le sommeil, avoir le temps de manger correctement, la sécurité et le sentiment d'appartenance. Et souvent, ces choses basiques en entreprise, il peut y avoir beaucoup de violence et ces besoins, ils peuvent être bafoués. Et donc ça, c'est des besoins assez universels par rapport effectivement
l'estime ou la reconnaissance, ça peut être plus subtil et personnalisé. Un exemple flagrant, ça peut être quelque chose dont on entend assez peu parler, alors que c'est une vraie réalité, les violences sexuelles et sexistes. J'avais la chance de faire une interview dans le podcast avec Caroline Dehaas, qui a cofondé l'organisme de formation à l'égalité au travail EGAE, et elle racontait une super anecdote sur le harcèlement sexuel en entreprise. Je crois que c'était une entreprise au Mans où elle intervenait. Il faisait un audit et les gens lui disaient non, non, mais chez nous, il n'y a pas de harcèlement. Alors que statistiquement, une femme sur trois au travail déclare en avoir déjà subi. Donc la base dans une boîte, c'est de faire un diagnostic pour déjà se rendre compte que ça existe, même quand on pense que sa boîte est éthique et parfaite. Par exemple, elle leur disait, est-ce qu'il y a des gens qui font des remarques régulièrement sur, mesdames, la taille de votre décolleté ou sur votre sexualité? Et les gens lui répondent, ah, mais ça c'est tous les jours. Ah, ça c'est du harcèlement sexiste. Ah, ok, d'accord. Et ben ça, en fait, par exemple, c'est illégal. Alors, il y aura toujours des gens qui vont dire, oh, mais on peut plus rigoler, etc. Euh, peut-être, mais en fait, dans le code du travail, c'est illégal. Que ce soit drôle ou pas, c'est pas une question d'humour, c'est une question de droit, quoi. Donc c'est vrai que c'est important de faire ce genre de diagnostic aussi pour savoir de quoi on parle exactement. Une agression sexuelle ou du harcèlement sexuel, c'est pas la même chose. Euh, on peut penser que du harcèlement, ça va être plutôt une main aux fesses, mais non, ça c'est pire. Ça c'est une agression, c'est le cran au-dessus. Avant, il y a du harcèlement. Et voilà, elles font des super formations gratuites avec nous toutes aussi, l'association qu'elle a cofondée, pour se former et justement savoir ce qui est légal et illégal dans les violences et puis avoir un peu de répartie aussi, parce que dans ce genre de situation, on peut vite être prise au dépourvu et surtout en tant que personne tierce, encore plus si on est un homme, intervenir dans ce genre de situation et pas juste faire comme si de rien n'était et être neutre, quoi. Donc ça, pour moi, c'est un sujet qui me tient à cœur. Évidemment, il y a plein d'autres moyens d'agir. Euh, J'avais eu la chance aussi de faire un autre épisode avec Lucie Lucas, qui est une actrice qui joue depuis, je sais pas, une douzaine d'années dans la série Clem sur TF1, qui a fait Danse avec les stars, etc. Enfin, qui est donc une comédienne, et qui parlait de son burn-out. Et je trouvais ça intéressant, effectivement, qu'elle replaçait la responsabilité de l'organisation, où voilà, dans une société où on met beaucoup la responsabilité et la culpabilité sur les individus, autant dans l'écologie, recycler vos déchets, même si c'est un autre sujet, que sur euh, voilà, trouver du sens au travail. Quand une entreprise va demander trop à un salarié, il a beau avoir toute la volonté du monde, il va finir par se cramer. Voilà, elle me disait, quand sur un tournage, mais ça peut être sur plein d'autres métiers, sur un chantier ou en bureau, quand t'as pas le temps de manger à midi, quand ton employeur te demande trop, en fait, tu finis par craquer, quoi. Donc, par exemple, ça peut être interdire les mails et les appels en dehors des horaires du boulot. Euh, c'est un exemple parmi plein d'autres. Après, forcément, c'est spécifique à votre situation. Hum, Ensuite, sur le sens au niveau de l'impact sociétal, c'est sûr que plus, en tant qu'organisation, vous êtes clair sur la mission de votre entreprise, plus ce sera facile pour vos salariés de trouver du sens. Parce que si vous savez pourquoi vous faites les choses et où vous allez, le sens, du coup, c'est autant la direction, dans quel sens on va, que pourquoi on y va, la signification. Vous allez attirer les personnes qui cherchent le même sens que vous, en fait, qui ont les mêmes valeurs hautes. Donc ça, c'est quelque chose que les organisations vont devoir de plus en plus se poser, notamment dans un monde voilà, qui s'effondre en termes énergétiques que culturels, que plein d'autres choses. Est-ce que mon cœur de métier, que ce soit vendre des canettes de coca ou chauffer des logements ou assurer la sécurité des gens, enfin, je sais pas, peu importe ce que vous faites, est-ce que votre cœur de métier, il a du sens dans un monde euh, oui, alors c'est un mot qui plaît pas tout le temps, effectivement, dans un monde qui s'effondre, mais dans un monde aux ressources limitées, avec les chocs et les tempêtes qu'on va traverser dans ce siècle, quoi. Donc si vous êtes une agence de voyage, voilà, on va prendre cet exemple, ça peut être plus clair, ou on prend l'avion pour aller sur un autre continent, il y a des chances qu'il y ait de moins en moins de gens qui trouvent du sens dans ce que vous faites et que ce soit utile de pivoter assez rapidement, même en termes de business, quoi. Voilà, et je pensais à deux autres choses pour aider vos salariés à trouver du sens. Ce seraient les entretiens individuels. Euh,
c'est pas normal, je trouve, en tout cas, de pas savoir quels sont vos salariés qui sont au bord du burn-out. Voilà. Et si vous le savez, bah, qu'est-ce que vous mettez en place, par exemple, ou oui, les entretiens annuels qui, bah, quand même, une fois sur deux, sont pas faits ou sont bâclés. Euh, voilà, c'est des temps précieux pour les salariés où justement, c'est un espace où on peut parler de plein de choses importantes, mais qui n'ont pas d'autre espace pour s'exprimer, donc les prendre au sérieux. Et l'autre point, le dernier point pour moi, ce serait, euh, bah, là je vais être jeune papa et je me rends compte à quel point voilà, créer les conditions d'une parentalité épanouie, bah, c'est quelque chose qui est indispensable en 2023. Donc on a eu la chance, entre guillemets, que le congé paternité soit un peu rallongé en France, même si je crois qu'il y a un tiers des pères qui ne le prennent pas, et qu'il y a plein de pays où c'est beaucoup, beaucoup plus qu'un mois. Donc bah, encourager vos salariés hommes à prendre leur congé pat et ouais, discuter avec eux, par exemple, sur le fait que ça n'aura pas d'incidence sur leur progression de carrière ou ce genre de choses. Encourager les passages à 80% pour les deux genres en l'occurrence. Ou bah, c'est sûr que s'il pouvait avoir une crèche d'entreprise, ça c'est clairement l'idéal. Il y a des pays où il y a beaucoup plus de crèches d'entreprise qu'en France. Mais par exemple, bah, encore une fois, pour éviter des discriminations sexistes, éviter les réunions à 18h, bah, ça va exclure les parents et en l'occurrence très majoritairement les mères qui vont chercher l'enfant à la crèche ou à l'école, alors que c'est là qu'il peut se passer des choses très stratégiques, autant pour l'entreprise que pour la carrière de, de, de- de ces mères. Donc voilà, comment réfléchir à intégrer la personne dans son ensemble, notamment autour de la question de la parentalité. Un dernier conseil ou une anecdote à nous partager? Il y a un projet que j'aime énormément qui s'appelle Vendredi, qui fait de plus en plus de bruit. C'est un super projet pour faire du travail partagé. Donc, par exemple, 4 jours en entreprise et un jour en association. Le cinquième jour en asso étant payé par votre boîte, euh, d'où le nom Vendredi. Voilà, il y en a qui font 80-20%, mais voilà, vous pouvez faire un jour par mois, un jour par semaine. C'est... Donc par exemple, vous pouvez bosser en banque et un jour par semaine, vous allez travailler dans une association de microcrédit, où effectivement la plupart du temps, le but c'est qu'il y ait un lien entre votre cœur de métier, votre organisation et l'association, qui souvent vont développer des partenariats derrière, etc. Euh, et en fait, c'est comme une sorte de formation. Ça permet de développer ses compétences, de gérer de la complexité. Euh, pour l'organisation, ça peut être aussi une réponse quand on doit gérer de la moindre activité. Voilà, pour vos salariés en fin de carrière, ou si bah, justement vos salariés ils ont envie de se barrer ou qu'ils sont en quête de sens et que en tout cas ils ne trouvent pas tout ce qu'ils veulent dans votre poste de travail, bah, des moyens de les retenir, ça peut être de trouver ce genre de compromis avec Vendredi. Et évidemment, l'intérêt de la boîte, c'est aussi de défiscaliser, pardon. Voilà, sur les 20%, par exemple, si c'est un vendredi par semaine, voilà, en défiscalisé, il n'y aura que 8% qui seront payés par l'entreprise après impôt. Donc ça, c'est un exemple que je trouve vraiment inspirant et qui a, à mon avis, vocation à vraiment, enfin, qui déjà, ça fait des années que ça se développe, mais à devenir mainstream. Euh, mais si je devais finir sur une chose, je dirais que souvent, autant en tant que salarié que qu'en tant que manager ou dirigeant, quand on veut s'intéresser à la question du sens au travail, on peut être tenté d'être attiré par la nouveauté, voilà, parce que c'est sexy ou ce genre de choses, alors que c'est bien de commencer par les bases quand même. Vos salariés, ils ont besoin de choses basiques, voilà, du respect, de la reconnaissance, plus de moyens pour être mieux staffé et moins de violence au travail. Et donc, des fois, les réponses, c'est pas forcément le truc qui brille, qui fait la une de challenge, mais ça peut être tout simplement voilà, des formations aux risques psychosociaux, à la résolution de conflits ou à la communication non violente. Des fois, ou juste faire des entretiens annuels correctement. Des fois, c'est des choses aussi simples que ça qui peuvent vous permettre de pas garder vos meilleurs éléments le plus longtemps possible, quoi.